Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons pour une troisième vidéo de Vide Chercheur, où nous allons découvrir ensemble ce qu'est le quatrième état de la matière, qui s'appelle les plasmas. C'est un état assez méconnu, puisqu'il est très peu présent à l'état naturel sur Terre, où l'on trouve principalement les solides, où tous les atomes sont liés entre eux, les liquides, où les atomes et molécules peuvent se déplacer les uns par rapport aux autres, et quand la densité descend encore, est encore plus faible, on trouve l'état gazeux. Donc les gaz, où les atomes ou les molécules, idem, ne sont pas du tout liés les uns aux autres, et peuvent se déplacer librement. Pourquoi est-il si peu présent sur Terre? Parce que c'est un état instable, contrairement aux trois autres états de la matière. C'est-à-dire qu'un solide, comme le diamant, ça peut être quelque chose de très stable, qui a une durée de vie extrêmement longue, suivant les conditions dans lesquelles il est. Idem pour un liquide, idem pour un gaz. Alors que si on prend une petite portion de plasma et qu'on la met dans un système isolé, c'est-à-dire où il n'y a aucune force extérieure, aucun apport d'énergie extérieure, eh bien ce plasma va avoir tendance à se relaxer vers soit un solide, soit un liquide, soit un gaz. Donc ce n'est pas un état naturellement stable. Bien que très peu présents sur Terre, en fait, les plasmas constituent 99% de la matière connue dans l'univers. Donc on y est peu habitué sur Terre parce que c'est un état qui n'est pas stable. Mais en réalité, dans l'univers, il y a beaucoup d'endroits qui ont des conditions physiques extrêmes, par exemple à l'intérieur des étoiles. Ainsi, cette matière qui n'est pas stable existe sur de longues durées. Vous vous demandez peut-être pourquoi je fais une vidéo sur les plasmas alors que la vidéo précédente était sur la lumière. En réalité, dans ma vidéo précédente, je comptais mettre cette partie sur les plasmas car ils ont un type d'émission lumineuse différent de la matière classique ou de la matière dans son état excité, comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente. Donc je voulais l'intégrer, sauf que ça m'allongeait énormément ma vidéo, donc j'ai décidé de la couper en deux. Donc on voit ici ce quatrième état de la matière, les plasmas. Maintenant, pour comprendre ce qu'est un plasma, je vous ai dit que c'était un état de la matière qui est instable. Ainsi, je vais avoir besoin de ce dont j'ai parlé dans la vidéo précédente, où je vous ai montré qu'un apport d'énergie sur un atome peut envoyer cet atome dans un état instable. On a montré par exemple que des électrons pouvaient aller sur des niveaux d'énergie supérieurs à leur niveau d'énergie fondamentale. L'atome était donc excité et il pouvait ensuite se désexciter puisque ce n'était pas un état stable. Et pour ressentir ce qu'est cette excitation d'un atome, j'avais pris l'analogie d'un sapin de Noël où il y avait du vent qui passait à travers ses branches, une de ses boules se décrochait de sa branche la plus basse, pour s'envoler et s'accrocher vers une branche plus haute. Donc dans le sapin de Noël, il y avait plus d'énergie emmagasinée si on considérait que cette boule tombait sur le sol. On va ici garder cette analogie pour comprendre ce qu'est un plasma. Donc on va considérer un atome dans son état fondamental. Et on va le comparer à un sapin de Noël dans son état fondamental, c'est-à-dire où toutes les boules sont sur les branches les plus basses. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, le vent pouvait faire s'envoler les boules de Noël. Maintenant, on va se poser la question, que se passe-t-il si le vent est extrêmement intense? Eh bien, la boule de Noël, au lieu de s'envoler sur une branche plus haute, elle peut s'envoler encore plus haut. Et elle va donc flotter dans le vent au-dessus du sapin de Noël. Une fois que cette boule de Noël s'est envolée bien au-dessus de notre sapin, en fait, elle est en dehors du rayon d'action de celui-ci. Qu'est-ce qu'on va appeler ce rayon d'action? C'est en fait la hauteur du sapin. Ça correspond à là où est la dernière branche, la plus haute sur notre sapin. En effet, au-delà, la boule ne peut plus s'accrocher nulle part. Elle n'a plus d'influence de la part du sapin. Ici, on voit une chose intéressante par rapport au niveau d'énergie que peut prendre la boule de Noël. Lorsqu'elle était dans le rayon d'action du sapin, ce que je vous ai dit, c'est qu'elle ne pouvait être accrochée
que là où il y avait des branches, donc avoir des niveaux d'énergie quantifiés. Maintenant qu'elle flotte dans le vent, au-dessus du sapin, elle peut prendre n'importe quel niveau de hauteur de façon continue. Elle n'est plus obligée de s'accrocher à des endroits très précis, à des hauteurs très précises. Ainsi, on va dire en physique qu'elle est dans un continuum. C'est à opposer à là où il y a les branches, où, comme c'est quantifié, ça ne peut pas prendre des niveaux de hauteur continue. Ici, on est au-dessus du sapin, et il n'y a plus de branches, donc les hauteurs que l'on peut prendre sont continues, c'est ce qu'on appelle un continuum en énergie. Alors que quand elle est dans le rayon d'action du sapin, les niveaux d'énergie qu'elle peut prendre sont uniquement les branches. Et ce qui va se passer pour l'atome est tout à fait similaire. Si le vent est assez intense, il va pouvoir arracher un électron de notre atome qui va sortir du rayon d'action de notre atome, c'est-à-dire là où il est obligé de prendre des niveaux d'énergie quantifiés. Et il va se retrouver dans un continuum où il peut prendre n'importe quel niveau d'énergie. Du point de vue de l'atome, que se passe-t-il? Il a perdu un électron. Il est où le magneau? Ils ont mangé le magneau? Et comme il a perdu un électron, ça veut dire qu'il n'est plus neutre, puisqu'initialement, il a une certaine charge positive dans son noyau, et il a exactement le bon nombre d'électrons de charge négative élémentaire pour compenser la charge du noyau, maintenant qu'il a perdu un électron. Forcément, sa charge totale est positive de plus une charge élémentaire. S'il avait perdu 2 électrons, sa charge serait positive de 2 charges élémentaires. En gros, il lui manquerait 2 électrons pour revenir à la neutralité. Et un atome qui a perdu un ou plusieurs électrons, on appelle ça un ion positif ou un cation. Ainsi, on a dans notre système un ion chargé positivement et un ou plusieurs électrons chargés négativement, et ils ne sont plus liés ensemble. Et un milieu qui est composé d'ions et d'électrons séparés, c'est ceci qu'on appelle un plasma. Évidemment, comme les charges positives et les charges négatives s'attirent, on comprend assez rapidement que si on laisse aller ce système sans apport d'énergie extérieure, les électrons vont tendance à vouloir se rapprocher des ions et donc recréer des atomes neutres. Ainsi, cet état de la matière n'est pas stable. Ici, il y a un point important à préciser. Il y a une erreur qui est régulièrement faite quand je parle de plasma autour de moi, c'est que les gens s'imaginent uniquement que c'est une forme gazeuse, où les électrons sont séparés de leurs atomes. Donc, ils ont souvent en tête l'image que c'est le 4e état de la matière, comme si on disait solide, liquide, gaz, plasma. Mais en fait, les plasmas sont un état de la matière extrêmement divers. C'est-à-dire qu'ils recouvrent un très grand nombre de types différents. Par exemple, oui, il y a des plasmas qui ressemblent plus ou moins à des gaz. Par exemple, dans les aurores boréales, c'est des plasmas extrêmement diffus avec une très faible densité, assez froids, qui viennent heurter notre atmosphère. Par contre, on peut retrouver des plasmas qui sont plus denses que les solides. Par exemple, à l'intérieur des étoiles. Ce sont des plasmas. En effet, les conditions physiques sont extrêmes, donc forcément les électrons sont séparés des noyaux. Par contre, c'est plus dense qu'un solide. Donc il ne faut pas avoir une image uniquement que le plasma, c'est une forme de gaz très diffus. Il faut plus le voir comme une soupe où il y a 2 liquides différents qui sont mélangés. Et ici, c'est un liquide qui est chargé positivement et un liquide qui est chargé négativement. Après, cette soupe peut prendre des densités très faibles et des densités extrêmement fortes. Idem au niveau des températures. Il y a des plasmas
plasmas extrêmement chauds dans les étoiles et des plasmas aux températures beaucoup plus froides comme dans les aurores boréales. Avant de vous donner quelques exemples de plasmas que vous connaissez, je dois vous parler de comment les plasmas émettent de la lumière. En effet, c'est un petit peu différent des atomes excités comme j'en ai parlé dans la vidéo précédente. Ce que nous avions vu dans la vidéo précédente, c'est que lorsqu'un atome était excité, un électron qui était sur une couche de haut niveau d'énergie allait se désexciter vers un niveau de plus basse énergie. Et lors de cette désexcitation, il y avait un surplus d'énergie entre ces deux niveaux qui était évacué de l'atome en émettant de la lumière. Et l'autre point que je vous avais dit, c'est que ce photon de lumière qui est émis, il a une énergie qui correspond très précisément à l'énergie entre les deux niveaux d'énergie, celui qu'il avait au début de haute énergie et celui qu'il a à la fin de basse énergie. Donc c'est très exactement cette différence d'énergie que le photon porte. Et ce mécanisme, c'est ce qu'on appelait une désexcitation. Ici, c'est un peu différent. On n'a pas un atome excité. On a un atome qui est devenu un ion, puisqu'un électron en a été arraché. Donc, ce n'est plus une désexcitation qui va avoir lieu, mais une recombinaison. C'est-à-dire que l'électron séparé de son ion va se recombiner pour recréer un atome neutre. C'est donc une réaction de recombinaison. Et comme l'électron se trouve dans un continuum, c'est-à-dire qu'il a un niveau d'énergie continu, il n'est plus dans un endroit où son niveau d'énergie est précis et quantifié. Lorsque celui-ci va pouvoir se recombiner, il va émettre un photon qui va avoir exactement l'énergie entre son niveau d'énergie final et le niveau d'énergie qu'il avait au début, mais qui est dans un continuum. Ainsi, ces plasmas vont pouvoir émettre des photons avec des énergies extrêmement différentes. Contrairement à des atomes excités qui vont ne pouvoir émettre des photons avec des niveaux d'énergie que précis, puisque le niveau d'énergie initial et final sont quantifiés. Ici, dans le plasma, le niveau d'énergie initial n'est pas quantifié. Ainsi, on peut avoir des photons émis avec des énergies qui varient continuellement. Un petit résumé, ce qu'il faut avoir compris, c'est que cette émission de lumière par un plasma est différente puisqu'elle peut émettre des photons dont l'énergie va être différente mais continuellement, alors que pour un atome excité, il ne peut émettre que des photons d'énergie quantifiée très précise. Ici, c'est un point qui peut vous paraître un peu en marge, mais en fait, nous verrons plus tard dans des vidéos ultérieures que cette émission plasma est très spécifique et je l'ai notamment beaucoup étudié au cours de mes études. Enfin, une dernière différence, c'est que je vous ai dit que ici pour un plasma, nous avons affaire quand l'électron vient se rattacher à son ion à une recombinaison, ce qui est différent d'une désexcitation comme dans la vidéo précédente. Ainsi, l'équation de la recombinaison va être un petit peu différente. Si on considère le nom de l'atome comme X, initialement on a un atome chargé positivement puisqu'il lui manque un électron, donc on va le noter X+, plus un électron, c'est-à-dire la recombinaison, va donner au final X, c'est-à-dire notre atome neutre, plus gamma, c'est-à-dire l'émission d'un photon. D'ailleurs, dans les plasmas, il y a également d'autres moyens de générer de la lumière que simplement la recombinaison d'un électron vers un atome. En effet, au centre du Soleil, il n'y a aucune recombinaison. Les conditions physiques sont extrêmes et aucun électron ne peut se recombiner à un atome. En fait, c'est vraiment une bouillie d'électrons et de noyaux qui s'entrechoquent dans tous les sens. Et la lumière, dans ce cas-là, va plutôt être émise par des collisions. C'est-à-dire que, comme vous l'avez compris dans la vidéo précédente, la lumière, c'est simplement lorsque de la matière passe d'un niveau d'énergie haut à un niveau d'énergie plus faible et qu'il y a une émission de lumière. Ainsi,
là, je vous avais parlé dans la vidéo précédente de désexcitation. Ici, je vous ai parlé de recombinaison. Mais en fait, dans une collision entre deux particules, il se peut également que, initialement, les deux particules aient une énergie très haute et qu'à la fin, elles aient perdu de l'énergie après leur collision. Et comme elles ont perdu de l'énergie, eh bien, cette énergie a dû s'évacuer. Elle ne le fait pas n'importe comment. Elle s'est évacuée sous forme de lumière. Si on veut reprendre l'analogie des sapins de Noël, c'est un peu comme si deux sapins de Noël arrivaient à pleine vitesse, se rentraient dedans, et qu'après la collision, ça crée de nouveaux sapins de Noël avec une énergie plus faible. Comme la totalité du système a perdu de l'énergie, elle s'est évacuée, pas n'importe comment, sous forme de lumière. Mais non, j'ai prêté ma voile à l'autre con, là, regarde ce qu'il me fout, là. Il était se prendre un sapin. Ce n'est pas correct. Il me le dit, Rolly, j'ai arrangé ta voile, j'ai pris un conifère. Voilà. En fait, ce type de création de lumière, je vous en parlerai dans très longtemps, puisque c'est l'un des sujets de mes recherches actuelles. Maintenant, je vais vous donner quelques exemples de plasma que vous connaissez pour que vous ayez une image un peu plus précise de ce à quoi ça ressemble. Je vous ai dit tout à l'heure que si le vent que l'on exerce sur un atome, c'est-à-dire une énergie extérieure que l'on applique à un atome, est extrêmement fort, on peut lui arracher un ou plusieurs électrons, donc le faire devenir un plasma. Et dans la vidéo précédente, je vous avais montré plusieurs exemples de vent que l'on peut appliquer à un atome. Par exemple, j'avais parlé de l'énergie électrique. En effet, si on applique un champ électrique à un atome et que ce champ est suffisamment intense, on va lui arracher des électrons. Par exemple, on peut placer un gaz entre deux électrodes, et si on applique un courant électrique suffisant entre ces deux électrodes, certaines particules ou certains atomes de ce gaz vont s'ioniser. Et un exemple que vous connaissez tous à ce sujet, c'est les boules à éclairs que l'on avait quand on était enfant, où en fait il y a une électrode à l'extérieur de la boule qui est transparente pour qu'on voit ce qui se passe à l'intérieur, et une électrode au centre, avec un gaz très dilué à l'intérieur. On applique une tension suffisante, et en fait on voit des éclairs qui se forment à l'intérieur de cette sphère. Et en fait, ça, c'est un plasma. Évidemment, dans ce cas, le plasma est extrêmement dilué, il est très peu dense, et il est très peu chaud. Ce n'est pas un plasma de haute température, c'est ce qu'on appelle dans le jargon un plasma froid. Ce genre de plasma est utilisé notamment pour graver des microprocesseurs. J'avais notamment fait un stage au cours de mes études à ce sujet, et je pourrais vous en parler d'ailleurs dans une vidéo ultérieure, ça serait une bonne idée. Un autre exemple de plasma froid que vous connaissez, c'est vos écrans de télévision, vos écrans plasma. En effet, dans un écran plasma, comment cela fonctionne? Il y a dans chaque pixel une petite cellule de gaz entourée d'électrodes. Et on applique un courant à ces électrodes pour ioniser le gaz qui émet ensuite de la lumière des pixels de votre télé. Donc c'est pour ça que cela s'appelle un écran plasma. Vous connaissez d'autres plasmas de ce type qui sont créés par des champs électriques. Par exemple, les arcs électriques. Ici, on arrive sur des plasmas un peu plus chauds, évidemment. Donc, quand on crée un arc électrique, l'électricité se transmet à travers l'air parce que les électrons ont été arrachés des ions. Et donc, le courant peut circuler puisque ces électrons sont libres. Donc ça, c'est un plasma. Un autre exemple encore plus flagrant, ce sont les éclairs. En effet, les éclairs, c'est un courant électrique qui passe dans l'air. Ce courant est tellement intense qu'il ionise l'air. Donc ça, c'était pour créer un plasma avec un champ électrique. Maintenant, on peut appliquer un autre type d'énergie pour ioniser nos particules et qu'elles deviennent un plasma. On peut, comme je vous l'ai dit la dernière fois, appliquer de l'énergie thermique. Par exemple, dans certains feux, quand ils sont extrêmement chauds, la chaleur est suffisante pour faire ioniser les particules autour. Alors, je ne suis pas vraiment spécialiste de ce domaine, mais il me semble que la plupart des feux, par exemple les feux de cheminée, ne sont pas des plasmas. L'énergie thermique n'est pas suffisante pour créer un plasma. Mais lors de certains feux qui sont très intenses, il peut arriver que la température arrive à de tels niveaux que ça commence à ioniser la matière
et à devenir un plasma, évidemment ça reste faiblement ionisé. C'est-à-dire qu'il y a peu d'électrons qui sont arrachés de l'atome. Un autre exemple sur Terre de plasma qui est créé par de l'énergie thermique, c'est quand une étoile filante est créée. En effet, lorsque l'une étoile filante pénètre dans l'atmosphère, elle va à une vitesse si forte qu'elle chauffe tout l'air qui est devant elle, et elle le chauffe à des températures suffisantes pour l'ioniser. Donc là, j'ai fait un petit tour des plasmas qu'on peut trouver sur Terre. Cette liste est non exhaustive, mais ça vous donne déjà un ordre d'idée. Maintenant, dans l'univers, 99% de la matière connue est du plasma. C'est uniquement sur Terre qu'il y en a très peu. En effet, dans l'univers, il y a des étoiles. Les étoiles, c'est uniquement du plasma. Les conditions physiques y sont tellement extrêmes que quasiment tous les électrons sont arrachés de leurs atomes et on a une sorte de soupe extrêmement dense, chargée, avec des particules positives et des particules négatives. Enfin, je vous ai parlé ici de plusieurs types d'énergie pour créer un plasma. Donc je vous ai parlé de l'énergie électrique, de l'énergie thermique, et puis même au sein des étoiles de choses extrêmement complexes, notamment par exemple on pourrait citer de l'énergie nucléaire. Mais il y a un autre type d'énergie que je vous avais parlé dans la vidéo précédente, c'est l'énergie lumineuse, c'est-à-dire qu'on peut appliquer tellement de lumière à un solide ou un gaz ça va arracher des électrons et créer un plasma. Et en fait, ça a été mon sujet de doctorat. Comment créer un plasma à partir d'un solide et étudier l'interaction entre la lumière qui génère ce plasma et ce solide. Donc, je vous en parlerai très précisément dans des vidéos ultérieures. En bref, si vous ne devez retenir qu'une seule chose de cette vidéo, c'est que si on applique une énergie extrêmement forte à de la matière, on va pouvoir arracher les électrons de ces atomes qui vont devenir des ions. Et ça va devenir une sorte de soupe où il y a un liquide chargé négativement d'électrons et un liquide chargé positivement d'ions. Et cet état de la matière s'appelle un plasma. Il compose 99% de la matière qu'on connaît dans l'univers, mais se trouve assez peu sur Terre. Je vous remercie d'être allé jusqu'à la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne ou à ma page Facebook Vide Chercheur si vous voulez être au courant des prochaines vidéos à sortir. Et je vous dis à très bientôt.